Bonjour, nous voici pour une vidéo d'introduction consacrée à la défense Nimzowitsch avec les noirs. Dans cette vidéo, évidemment, je ne traiterai pas de toutes les variantes de la défense Nimzowitsch, étant donné qu'on en a déjà vu plusieurs. On a déjà vu en particulier Dame C2, qui est une des variantes principales. J'ai fait une variante d'introduction avec Dame C2, donc je ne vais pas y revenir, et plusieurs autres vidéos d'ailleurs. On a travaillé sur A3 aussi, on a travaillé sur F3, donc je ne vais pas revenir sur ces différentes variantes. Il y en a une qui nous reste vraiment à approfondir et qui est très répandue, c'est E3. Cette variante-là est jouée par la plupart des joueurs de Nimzowitsch, et donc il faut maintenant travailler dessus. Pour ça, donc, il va y avoir explication des plans, mais après il va falloir évidemment reprendre plusieurs parties en détail pour comprendre les plans des deux camps. Alors l'intérêt de cette ligne, c'est qu'elle est jouée à très très haut niveau, avec les blancs comme avec les noirs. Ça veut dire que dans les deux cas, on a une position qui est riche, incertaine, avec des déséquilibres qui vont apparaître éventuellement, des thèmes qui sont vraiment intéressants à travailler. Donc c'est une ouverture très intéressante à étudier pour progresser de manière générale. Et pour ça, on a des parties du top niveau. Donc avec les blancs, Kasparov a joué ça régulièrement, donc c'est pas n'importe qui. On a Anand aussi qui a pratiqué cette ouverture en jouant E3. Carlsen ponctuellement, même si c'est pas son répertoire principal. Donc on a quand même déjà des grands noms qui ont pratiqué cette ouverture. Du côté noir, on peut citer encore une fois Anand, qui aime bien jouer la Nimzowitsch des fois, mais aussi Aronian et Kramnik, qui sont deux spécialistes de cette ouverture. On peut le dire, même parce qu'on a déjà travaillé sur une partie Carlsen-Kramnik, mais c'était sur la variante Dame C2. Donc Kramnik, Aronian sont deux références sur cette ouverture. Alors, l'idée de E3, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec Dame C2, puisque Dame C2 était fait pour préserver la structure de pion, gagner la paire de fous et ensuite activer cette paire de fous. Ici, quand on parle de l'activité de la paire de fous, on se rend compte qu'il y a un problème, étant donné que le fou vient de se faire enfermer par son pion. Donc au niveau dynamique, on a l'impression que E3 est moins intéressant. Mais au niveau statique, ça renforce la structure de pion, puisque ça protège bien D4. Et du coup, les noirs, s'ils veulent jouer trop dynamique, vont se casser les dents sur cette structure de pion. S'ils jouent C5 trop vite, eh bien on laisse, puisqu'on a défendu déjà ce point-là. L'idée, c'est qu'aussi on va développer d'abord notre fou de case blanche, se développer au final, ce qui est tout à fait logique aux échecs, se développer, roquer, et ensuite essayer de prendre l'avantage au centre. Pourquoi pas en préparant E4, par exemple. Au bon moment, quand on sera prêt. Voilà. Et pendant ce temps-là, les noirs, eux, doivent se poser la question, est-ce qu'on échange ou pas en C3? Et le but du jeu, évidemment, c'est de le faire quand on est obligé de le faire, de manière générale, même s'il y a une exception, vous allez voir. Donc, est-ce qu'on échange en C3 quand on sera forcé de le faire? Et la question qui est derrière, finalement, c'est si on échange en C3, ok, il y aura des pions doublés, mais est-ce qu'on pourra les attaquer aussi facilement que dans les autres variantes qu'on a déjà vues, notamment dans la variante A3 et F3 au quatrième coup. Question très intéressante au final. Donc est-ce que les noirs gardent la paire de fous ou est-ce qu'ils l'échangent pour endommager la structure de pion? Sachant que derrière, il faut être sûr de pouvoir exploiter cet affaiblissement de la structure de pion. C'est ça le point central de cette variante. Donc après E3, petit roc que je conseille, on est à la croisée des chemins pour une première fois. On a fou D3 qui continue le développement des blancs. On se moque complètement de fou prend C3 qui n'est pas forcé pour le moment et qui donnerait une structure de pion très solide. Fou prend C3, B prend C3. Donc les noirs lâchent la paire de fous sans en plus qu'on les ait obligés à le faire. Donc avec les blancs, on n'a pas perdu de temps pour ça. Et le centre est idéal. On a un centre idéal avec les blancs. Donc c'est trop tôt, on ne peut pas échanger comme ça. Donc sur fou D3, il faudra trouver d'autres solutions pour petit à petit équilibrer la situation en termes d'espace. Parce qu'ici, il y a quand même une première idée, c'est E4. Maintenant que le fou est venu en D3, donc la première idée, c'est de gagner le centre et d'étouffer les noirs. Donc on va voir ce qu'il faut faire là-dessus après. Les noirs ont le choix ici.
c'est ça qui est intéressant dans cette variante, c'est que, je le répète, hein, je me répète depuis tout à l'heure, mais on a plusieurs lignes, et donc on peut se préparer sur plusieurs variantes. Comme ça, on change régulièrement et on n'est pas surpris. On risque pas d'être surpris par des préparations de l'adversaire. Donc première variante, c'est la grande ligne D5. Alors là, attention, ça empêche E4. C'est pour ça qu'il faut quand même jouer D5 dans certaines lignes. On veut empêcher E4, bien contrôler cette case. Et donc ici, on a plein de possibilités. Donc on va quand même regarder rapidement les possibilités principales. Hein. Les autres seront vues dans les parties quand on les reprendra en détail. La première idée, ce serait de gagner la paire de fous en jouant A3. Là, on échange. On prend C4. Bon coup. Vous allez voir pourquoi. Fou prend C4, parce que maintenant le fou n'est pas défendu. Et avant que les blancs aient le temps de s'organiser, on active avec C5. Évidemment, la prise en C5 ne gagne pas de pion. Le pion C5 ne tiendra pas longtemps, puisqu'on va simplement le cueillir avec la dame. Sur prise en C5, il suffira de jouer des coups comme dame à 5, je pense. Et ça suffira pour récupérer au moins un des deux pions, soit C3, soit C5. Bien. Donc, l'idée, vous voyez, c'est un petit peu comme dans dame C2. À partir du moment où on a une pièce qui est exposée, on va pouvoir gagner des temps dessus et se libérer avant que les blancs aient le temps de réagir. Cavalier E2. Pourquoi E2 et pas F3? C'est parce qu'on veut préparer quand même E4. Donc F3, E4 risque d'arriver si on se laisse faire. Et là, on aura un centre idéal pour les blancs. Donc on ne se laisse pas faire. On joue dame C7, qui gagne un temps parce qu'on menace de prendre en D4, ce qui découvrirait la dame sur le fou. Donc on doit faire quelque chose contre ça. Fou D3, imaginons, il y a d'autres possibilités évidemment, mais sur fou D3, encore une fois, il faut être actif et réactif. Donc E5, activité des pièces. Quand on peut le faire, il faut le faire. Donc voilà une des idées de cette ligne. Vous voyez que là, les noirs jouent actif. Hein, dès qu'on peut, on joue actif. Puisque les blancs ont joué finalement beaucoup de coups de pion, ça nous laisse du temps pour essayer d'ouvrir la position avant que les blancs s'organisent. Donc là-dessus, on rejoint un petit peu l'idée de dame C2. Hein, activité contre paire de fous. D'accord ? Paire de fous du côté des blancs, c'est un facteur d'avantage à long terme, donc il ne faut pas les laisser s'installer, les blancs. C'est ça quelque chose qui revient souvent. Donc, sur A3, on a vu ce qu'il fallait faire. Après D5, on a aussi cavalier F3. L'idée, c'est qu'on va justement empêcher les noirs de jouer E5 un jour. Là, les noirs ne peuvent jamais se libérer avec E5, hein, même en le préparant. Donc là, les plans ne vont pas être les mêmes. Le plan des noirs, ce sera d'exploser le centre le plus vite possible avant que les blancs aient le temps de s'organiser, encore une fois. Et ici, on est vraiment à un embranchement, encore une fois, petit roc, et les noirs ont le choix entre deux solutions. Soit on liquide le centre et on rentre dans la grande variante qu'il faut vraiment bien connaître. Donc ça demande vraiment beaucoup de travail, c'est pour ceux qui sont très travailleurs, et qui aiment les jeux ouverts, parce que vous allez voir que ça va s'ouvrir quand même. Donc prise C4, et cavalier D7. Le plan, c'est quoi? Le plan, c'est de défendre C5, de surveiller la case E5 au cas où un cavalier arriverait ici, donc l'avant-poste E5 est surveillé. Et plus important que ça, de toute façon, un jour ou l'autre, on va prendre en C5. Si les blancs prennent en C5, on reprendra et il n'y aura plus de tension au centre, donc on aura une structure de pion symétrique et donc égale. Donc c'est plutôt pas au blanc de prendre. L'autre idée, c'est qu'on libère la colonne C, donc on ne met pas le cavalier en C6 pour cette raison. On préfère garder la colonne C pour une pièce lourde, pour attaquer éventuellement le fou qui n'est pas défendu. On gagnerait un temps dessus à terme. Et l'autre idée, c'est que le cavalier D7 est bien placé parce qu'il n'empêchera pas non plus le fou de rayonner quand il se postera en B7 avec des visées sur le roc. Donc on peut avoir des grosses attaques qui peuvent arriver. Attention, il y a une autre idée derrière ce développement, c'est de contrôler la case D5 parce que dans certaines lignes, on arrive à un thème essentiel aux échecs qui est le pion D isolé. Donc je vous montre le développement de cette ligne. Après dame E2 par exemple, hein, B6, tour D1. Sachant que le pion ne peut pas avancer tout de suite,
Sinon, sur D5, il prend D prend E6. On peut se permettre cavalier E5. Hein, donc je répète, parce que je vais aller un peu vite là. Sur D prend E6, cavalier E5 est très fort, donc ça on reviendra en détail là-dessus. Et sur prise en C3, le pion D5 n'est pas assez protégé, donc on n'a qu'à le cueillir, évidemment, avec net avantage noir. Donc la vraie question dans cette variante, c'est est-ce que le pion D peut avancer ou pas? Ici, il ne pouvait pas. Donc les blancs le soutiennent avec tour D1, donc on est vraiment dans des plans typiques de pion dame. Est-ce que le pion D pousse ou pas? On prend en D4 pour faire un pion isolé. Et après, toute la question va être de savoir si les noirs peuvent stopper ce pion, premièrement, donc le stopper en jouant fou B7, et en le bloquant en D5 avec une pièce, ou est-ce qu'on pourra le liquider si jamais le pion blanc avance? Si jamais le pion blanc avance, est-ce qu'il pourra être liquidé avant que les blancs ne développent une autre attaque? Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, il peut y avoir quand même des thèmes d'attaque sur cette diagonale-là, et sur le roc aussi. Donc ça, c'est des plans typiques, des thèmes typiques du pion dame isolé. Personnellement, cette variante me fait un peu peur, surtout qu'en général, comme c'est la variante principale, eh bien, les blancs sont très bien préparés dessus, et le pion D, de toute façon, il finit un jour ou l'autre par avancer, donc ça peut être assez dangereux. Même si, quand il avance, du coup, il libère aussi la case C5 pour une pièce. Mais quand même, hein, faut être amateur. Donc, sur fou D3, il y a une autre solution. Donc, je remonte. Sur D5, cavalier F3, C5, petit roc. Là, on a une autre solution, on n'est pas obligé de prendre finalement. On peut aussi jouer cavalier C6. Et là, on rentre dans complètement autre chose, qui est moins connu. C'est donc intéressant parce que ça demande moins de temps au niveau du travail. Hein. Si les blancs échangent au centre en premier, eh bien, on a une position qui est vraiment intéressante. Hein. Après, prise en D5, on peut reprendre du pion E, par exemple, pour libérer le fou ici. Et si les blancs prennent en C5, c'est nous qui avons le pion isolé, mais les blancs ne peuvent pas vraiment l'attaquer, ce pion. Le cavalier F6 le défend bien, personne ne peut venir échanger ce cavalier, étant donné que le fou est bloqué, donc il ne peut pas venir en G5. Et l'intérêt, c'est que ce pion E4 surveille quand même une case importante. Le pion D5, pardon, surveille la case E4, qui est importante. Donc c'est un important avant-poste. Et en plus, et c'est surtout la principale raison, c'est que ce pion-là a un fort potentiel dynamique, puisqu'il est très bien soutenu par des pièces pour pousser en D4. Donc le pion D ne va pas rester isolé très longtemps, il va pouvoir être supprimé. On peut noter d'ailleurs que fou G4 serait très utile dans cette optique-là, donc fou G4 c'est quelque part une première menace, avec un clouage suivi de D4. Donc ici, bonne position pour les noirs, même si ça reste encore à peu près égal après H3. Hein. Les blancs peuvent encore lutter pour avoir l'avantage, évidemment, c'est incertain. Donc pion D isolé, mais cette fois pour les noirs. C'est intéressant. Donc revenons à cavalier C6, encore une fois. Donc les blancs n'ont pas trop intérêt à liquider le centre, ils n'auraient rien à en tirer. Que se passe-t-il après A3 par contre? Après A3, évidemment, on pourrait se dire les noirs échangent. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, le pion D4 est très très bien soutenu maintenant, donc ça ne sert plus à rien de l'échanger. Et les blancs vont dédoubler leur pion très facilement. Ce pion-là, de toute façon, un jour ou l'autre, ils vont l'échanger ici. Et ils ont ouvert la colonne B aussi, autre point qui peut être important. Donc on peut se dire que là, les noirs n'ont rien gagné dans l'échange. C'est pour ça qu'il y a une autre variante qui est amusante. À ce moment-là, au lieu d'échanger, eh bien, on joue x5. On attend de voir comment les blancs vont réagir par rapport à la structure de pion. Si on échange, on reprend. Si les blancs liquident, eh bien, à ce moment seulement, on modifie la structure de pion, parce que on aura deux pions faibles qui vont être faciles à récupérer, donc on a une compensation nette pour les noirs. Hein.
c'est très très clair qu'on va récupérer un pion. Surtout qu'on peut jouer fou G4 avec un jeu très actif sur case 5. Donc le pion C5 ne va pas durer très longtemps, il y aura dame 7 probablement, donc bon voilà, on va pas s'inquiéter pour ça. Donc l'échange au centre n'est pas bon. Et de la même manière, si on prend en C5, eh bien, fou prend C3, démolit la structure de pion des blancs. Maintenant, ça vaut le coup, puisqu'il n'y a plus de pion D4, donc on n'a plus le gros massif imposant comme il y avait avant. On n'a plus ce gros massif de pions ici, étant donné que les blancs ont pris en C5. Maintenant, ça vaut le coup de prendre en C3. Et structure de pion minable, avec 3 pions triplés, donc, sur la colonne C. On ne va pas me dire que le pion de plus des blancs vaut grand-chose. Donc les noirs, évidemment, ont largement assez de compensation pour le pion. Bien, donc cette variante-là me plaît. En plus, elle est moins connue, beaucoup moins connue, et elle peut donner lieu à des erreurs de la part des blancs s'ils ne connaissent pas bien. Donc en général, après x5, ça donne des parties intéressantes. Bien. Alors les noirs ont le choix, ils peuvent rentrer là-dedans s'ils veulent, mais ils peuvent aussi sortir de la vente principale dès le début, très tôt. Au lieu de D5, on peut commencer par C5. Étant donné que sur D5, on échange tout, on prend en D5 sans avoir peur de fou prend H7, roi prend H7, dame prend D5. Puisque là, c'est nous qui avons la paire de fous, donc à la limite, on n'a pas trop à s'inquiéter. Les blancs ne sont pas assez développés pour monter une attaque sur notre roc. Même si évidemment, il faudra faire attention, mais la dame en D5 va se faire chasser prochainement. Donc là, c'est une position intéressante. Donc sur D5, on ne panique pas. On peut même être plus ambitieux ici, et au lieu de prendre au centre, on explose le centre en jouant B5. Autre idée intéressante, une sorte de gambit. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une ouverture riche, parce qu'encore une fois, on a un autre choix. On a un choix solide d'un côté et un choix agressif de l'autre, donc on a le choix avec les noirs. Donc les blancs peuvent vite se tromper dans cette ligne. Et ici, donc, imaginons si les blancs veulent rentrer dans la vente principale avec cavalier F3, eh bien, on peut sortir de cette ligne en jouant cavalier C6, et après petit roc, on échange en C3. Étonnant, puisqu'on n'y était pas obligé. Et on joue D6. C'est quoi le plan? Le plan, c'est de tout bloquer sur case noire. Maintenant qu'on a un cavalier en C6, on va pouvoir jouer E5. Si les blancs ne font rien, on pourra jouer tour E8 et E4 derrière avec des menaces d'attaque double. Donc ça veut dire que les blancs vont être tôt ou tard obligés de bloquer cette avancée en jouant eux-mêmes E4. Et quand ils auront joué E4, du coup, leur fou sera enfermé. Donc on a ici un motif stratégique, enfermer le fou. Et fermer la position, parce qu'en face, on a la paire de fous, et donc, si on ferme la position, ça sera au bénéfice des noirs, normalement. Parce que les fous enfermés sont moins efficaces que les cavaliers, normalement. Ça va être le débat, en fait, sur cette ouverture. Il y en a qui aiment bien jouer ça avec les blancs, il y en a qui aiment bien jouer ça avec les noirs. Ça s'appelle la variante Hübner. Donc Hübner, du nom d'un joueur allemand, très fort, très brillant, qui est en même temps linguiste, donc il a réussi dans 2 domaines à être un des meilleurs, à être un des plus grands spécialistes de sa discipline. Donc après D6, on a un blocage donc sur case blanche, en fait, des pions. Alors ici, juste une petite précision quand même sur cette variante, ça sert à rien de courir après ce pion C4 comme on a pu le faire dans d'autres lignes, ça sert à rien de jouer B6, cavalier A5 et x6, pour la bonne raison qu'en fait, une des pièces est bien située du côté des blancs pour venir renforcer la défense de ce pion. On a le fou, la dame peut intervenir pour défendre ce pion, mais on a aussi le cavalier maintenant, parce qu'en fait, en D2, il protégerait vraiment bien C4 et les noirs pourraient rien faire, ils auraient mis 2 pièces ici pour rien. Donc vous avez vu qu'en fait, l'attaque sur le pion C4, c'est un thème qu'on retrouve surtout quand le cavalier ne s'est pas développé en F3, parce qu'il pourrait venir en D2. On retrouve ce thème surtout quand le cavalier est venu en E2 ou éventuellement en H3. Ça peut arriver. Donc quand il est trop loin du pion, ça vaut le coup d'attaquer le pion C4. Quand le cavalier peut venir en D2, c'est pas la peine. D'accord. Donc il faut savoir varier les thèmes. Toujours
toujours important aux échecs. Ici, le thème est différent. On va bloquer sur case blanche. On va bloquer le fou sur case blanche. Donc maintenant, les blancs sont un peu obligés de jouer E4 s'ils veulent obtenir quelque chose. Et on bloque avec E5. Pour pouvoir avoir quelque chose, les blancs essayent de gagner l'espace. Et du coup, on rentre dans une vente vraiment fermée de la Nimzowitsch. Il faut aimer. Si vous aimez les ouvertures fermées, ben, jouez-moi cette ouverture. Mais sinon, si vous êtes plutôt amateur de jeux semi-ouverts, choisissez l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Donc après cavalier E7, cavalier H4 est intéressant parce qu'on menace de venir en HF5, pardon. Et maintenant, cavalier G6 suivi de cavalier F5 avec une position intéressante où les noirs sont prêts à bondir en F4 avec leur cavalier éventuellement. L'idée c'est de ne pas rester passif, il faut vraiment tenter des choses. Et aussi on va empêcher fou G5. Donc il faut empêcher le fou de venir en G5. Donc pour ça, on jouera H6 assez rapidement. Les blancs peuvent, si j'arrive à venir en G5, ils peuvent supprimer un défenseur du roi, donc ça peut devenir problématique. Donc c'est pour ça qu'ici, le coup des noirs, en général, c'est H6. Voilà. Donc une position complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans la défense Nimzowitsch, avec un jeu basé sur la passivité de ce fou. Voilà. Donc, normalement, cette ligne donne un léger avantage aux blancs, mais c'est un avantage théorique. Si les blancs ne savent pas comment exploiter cette position, où ils ont quand même un avantage d'espace, eh bien c'est les noirs qui vont obtenir du contre-jeu, avec des idées à base de tour E8 et cavalier F4 par exemple. Le tout c'est de ne pas prendre trop vite en F5, c'est ça l'idée, il faut éviter d'échanger ce cavalier, il faut vivre avec, c'est tout. Parce que sinon ça peut réveiller ce fou là, une fois que ce pion vient ici, ce fou là devient un petit peu meilleur quand même, parce que la diagonale un jour peut s'ouvrir éventuellement, donc ça peut devenir dangereux. Voilà. Donc voilà pour cette variante avec fou D3. Donc vous voyez qu'il y a déjà beaucoup à dire. Et après cavalier C3, fou B4, E3, petit roc, il nous reste à travailler rapidement sur cavalier E2, qui est l'autre grande variante, qui est juste en dessous de fou D3. Alors l'inconvénient c'est que ça bloque le fou. L'avantage c'est qu'on est prêt à reprendre ici en cas d'échange avec le cavalier, ce qui veut dire qu'on n'aurait pas du tout endommagé la structure de pion. Et donc si les noirs s'échangent en C3, on a juste gagné la paire de fous sans compensation. Donc dans cette ligne-là, les noirs ne doivent pas échanger en C3. Très important. Il faut donc préparer une case de repli pour le fou. Donc ici on a deux solutions, soit on joue D5 pour jouer sur case blanche, et après A3, du coup on vient d'abord en C6, parce que comme ça on a des idées à base de E5 qui peuvent être intéressantes. Et on empêche aussi un petit peu, en tout cas on limite la portée de cavalier F4, on surveille un petit peu cette case. Donc l'intérêt de fou D6 c'est qu'en plus on attire le pion blanc en C5, on a l'impression qu'on perd un temps, mais en perdant un temps en fait on ferme un petit peu la position, on allège la pression sur D5 et on a une cible désormais, donc on va pouvoir taper sur cette cible avec B6 et après B4 on obtient une deuxième cible. Donc on pourra taper sur cette deuxième cible avec une tension sur les cases noires à l'aile dame. Cette tension en général ne dure pas très longtemps. On arrive dans des positions relativement égales. Pour ma part, j'aime pas trop parce qu'on est un petit peu à l'étroit et c'est pas très agréable comme jeu, je trouve, même si c'est égal. C'est pour ça que je préfère une autre variante qui est amusante et en plus qui est très très peu connue des blancs quand ils jouent cavalier G2. Je préfère finalement une variante qui est basée sur le jeu sur case noire, qui est tour E8, qui est très loin dans le classement des coups proposés sur Chessbase, et pourtant ça donne une position tout à fait jouable, égale quasiment, presque au même niveau que l'autre. Et l'intérêt, je vous le dis, c'est au niveau préparation. Votre adversaire risque de faire une sacrée tête quand il verra ça. L'idée, c'est que sur A3, qui est logique, on n'échange pas le fou, mais on se replie en F8. Et le plan, c'est de jouer D6, suivi de cavalier D7, ou C6 même, pourquoi pas. Cavalier C6 aussi possible, mais cavalier D7 c'est mieux. Et E5, avec un jeu qui va être sur case noire, du coup. Avec éventuellement comme objectif
si jamais ce fou vient ici un jour, de le limiter en jouant E4. Donc on arrive dans des schémas complètement différents. On a l'impression qu'on est à l'étroit, mais en même temps, les blancs ne peuvent rien faire pour nous mettre sous pression. Leur cavalier ici est quand même bien misérable, mal placé finalement. Il empêche ce fou de sortir, donc les blancs vont devoir de toute façon reperdre un temps pour déplacer ce cavalier. Alors est-ce qu'ils vont le mettre en F4? S'ils le mettent en F4, du coup, nous, on peut continuer avec D6 et cavalier D7, et quand on jouera E5, eh bien, on gagnera un temps sur le cavalier. Ou bien, ils peuvent continuer avec cavalier G3 aussi. Et sur cavalier G3, du coup, comme le cavalier prépare E4, eh bien, on peut changer notre fusil d'épaule. Au lieu de continuer avec D6 E5, parce que du coup la case F5 serait affaiblie à cause du cavalier qui est prêt à venir, eh bien on change notre fusil d'épaule, on joue D5 du coup. Et on voit l'utilité de la tour, parce que maintenant les blancs, vu que la tour est ici, ils ont moins envie de prendre en D5, puisqu'on a la tour qui est bien placée sur la colonne. Donc du coup ça donne une variante qui est assez souple, où les blancs peuvent difficilement jouer E4 d'ailleurs, hein, maintenant c'est très difficile. Donc c'est une variante qui est souple, on s'adapte. Tour E8 suivi de fou F8, ça garde les deux possibilités. Soit on joue sur case noire si le cavalier vient en F4, soit on joue sur case blanche si le cavalier vient en G3. C'est pour ça que c'est une variante que j'adore, parce que elle donne plein de possibilités au noir. Mais vous avez remarqué que ça n'a rien à voir avec les lignes qu'on a vues précédemment. Donc ça, on le verra avec des parties de haut niveau. Vous voyez toute la richesse de la défense Nimzowitsch. On a plein de variantes possibles qui rendent la tâche très difficile aux blancs quand ils veulent se préparer. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo d'introduction à E3. Rendez-vous pour d'autres aventures à partir de parties complètes cette fois.